Un homme vient au secours de sa femme, mais en réalité, il tombe victime de son piège mortel. Les caméras corporelles de la police ont documenté les moments après l'appel d'urgence de Chaizy Pointer. Elle a informé le répartiteur que son mari voulait l'aider à dégager la Jeep embourbée qui se trouvait au coin de la rue et que quelqu'un lui avait tiré dans la tête. Pendant la conversation, elle a mentionné quelque chose à propos d'un jouet et le répartiteur lui a demandé de simplement respirer. Quand le répartiteur a demandé le nom de la personne blessée, elle l'a nommé Robert Pointer. Chaizy Pointer avait 29 ans en 2016. Elle était mariée à Bob Pointer, qui avait 18 ans de plus qu'elle, et leur mariage durait depuis 7 ans. Le 9 septembre, une rencontre du couple a eu lieu sur un chemin de terre sombre et isolé. De cette rencontre, un seul d'entre eux est revenu. La question de savoir qui était responsable du triste événement concernant Bob restait ouverte. Chaizy insistait sur la version d'une attaque aléatoire contre son mari. Interrogée sur l'incident, Chaizy a répondu qu'elle avait entendu un coup de feu après quoi la Jeep s'était mise à rouler. Elle affirmait n'avoir rien vu à part une ombre. Cependant, les enquêteurs accueillaient son histoire avec méfiance. Les enquêteurs se posèrent la question: était-elle vraiment un témoin innocent d'un incident terrible ou une épouse bouleversée? C'est devenu la question centrale dans l'affaire mystérieuse de Chaizy et Bob Pointer. Robert Pointer travaillait comme pompier. Malgré son apparence imposante et impressionnante, les personnes autour de lui décrivèrent cet homme de 47 ans comme une personne joyeuse qui évitait les conflits. En presque 20 ans de service chez les pompiers, il avait atteint le rang de capitaine. Bob avait participé aux opérations de secours pendant l'ouragan Katrina en 2005. De son premier mariage, il avait laissé 2 enfants. La première union de Bob, contractée avec son amour d'école Amy, avait duré 19 ans. La relation s'est détériorée lorsque Bob a rencontré Chacey Tyler Mormon. Chacey a grandi au Texas et travaillait comme assistante chirurgicale dans un cabinet dentaire. Sa véritable passion était cependant la pâtisserie. Chacey gérait une petite entreprise de fabrication de gâteaux appelée Fabulously Frosted. Bob, qui était marié à l'époque, l'a rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun. Malgré la différence d'âge considérable, ils se sont tout de suite bien entendus. Bob a commencé à accorder plus d'attention à sa nouvelle connaissance, ce qui a affecté son mariage. La fille de Bob a remarqué que son père possédait un 2e téléphone portable. Chacey a assuré qu'elle ne savait pas que Bob et Amy étaient encore en couple. Un ami de Bob qui travaillait chez les pompiers a cependant affirmé le contraire. Selon lui, c'était Chacey qui avait initié le rapprochement. Leur relation a commencé en décembre 2007. Bob a divorcé d'Amy et a épousé peu après Chacey. 2 ans plus tard, ils ont eu une fille ensemble. La famille s'est installée dans la ville natale de Chacey, Royce City. Bob a trouvé du travail à proximité dans la zone calme et respectable d'University Park. Mais c'est justement près de leur domicile que l'histoire de Bob et de son mariage avec Chacey a pris une mauvaise tournure. Tard dans la soirée du 9 septembre 2016, dans la 7e année de leur vie commune, Chacey conduisait sa voiture le long d'une route de campagne. Bob l'a rejointe au lieu convenu. La prochaine chose qu'on a entendue du couple était un appel au numéro d'urgence 911. On aurait dit qu'elle courait. Les opérateurs n'entendaient pas que des respirations rapides et saccadées. Ce qui s'était exactement passé restait flou. Tout ce qu'ils pouvaient faire était d'envoyer les premiers intervenants sur les lieux et d'attendre. Ces premiers intervenants n'avaient aucune idée de la scène qui les attendrait. C'était un chemin de campagne isolé et sombre, dont la surface était sillonnée par des traces de tracteurs et des chemins pour les véhicules de pompiers. Il semblait étrange que quelqu'un emprunte ce chemin s'il n'était pas agriculteur. Au début, les secouristes ne pouvaient voir personne. Peut-être que l'appel était une plaisanterie ou une erreur. Quand l'un des premiers intervenants a découvert Chacey Pointer, elle était pieds nus et couverte de boue. Elle semblait terrifiée et hyperventilait. Une ambulance est arrivée sur les lieux et les ambulanciers lui ont fourni de l'oxygène.
Ils ont également remarqué les taches sombres sur ses vêtements, sur son épaule et ses jambes. Plus bas sur le chemin, où il faisait noir comme dans un four la nuit, les enquêteurs ont trouvé la Jeep de Chazy. À l'intérieur, on pouvait voir la silhouette d'un homme. Un homme qui ne montrait plus aucun signe de vie. La silhouette était celle du mari de Chazy, Bob Pointer. Il avait subi une blessure extrêmement grave à la tête, mais il n'y avait aucun signe de lutte. Au début, l'image des événements correspondait à ce que la jeune mère avait communiqué au service d'urgence dans sa panique. Prétendument, un inconnu avait surgi de l'obscurité et avait attaqué son mari. Cependant, déjà dans l'ambulance, Chazy a commencé à parler à la police de sa relation avec son mari. Et ces détails ont fait naître des doutes sur sa version initiale des événements. Chazy a expliqué aux enquêteurs que son mariage avec Bob traversait une mauvaise passe depuis longtemps. Quelque chose de terrible venait d'arriver à son mari. Pourquoi parlait-elle soudainement de problèmes familiaux ? Elle a raconté qu'elle et Bob avaient convenu de se retrouver au snack Jack in the Box pour discuter de leur relation compliquée. En chemin, elle lui a envoyé un message disant qu'elle serait là dans 3 miles. C'est exactement à ce moment-là que sa Jeep s'est embourbée sur un chemin de terre qu'elle avait choisi pour une raison quelconque. Les enquêteurs ont demandé pourquoi Chazy avait pris précisément ce chemin. Un chemin non pavé que normalement seuls les agriculteurs utilisaient pour accéder à leurs champs et qui était en plus mal éclairé la nuit. Elle a répondu qu'elle avait manqué la bonne sortie. Après être restée coincée sur ce chemin de campagne isolé, la jeune femme a appelé son mari Bob à l'aide. Il a réagi immédiatement. En tant que pompier, il était habitué à se précipiter au secours des autres. Bob était monté dans son camion et s'est rendu à l'endroit que Chazy avait décrit. Cependant, la chaussée était trop inégale et les ornières trop profondes pour son véhicule. Il a dû sortir de la voiture et se rendre à pied jusqu'à la Jeep de sa femme. Chazy attendait au bord de la route tandis que Bob montait dans la Jeep et essayait de faire marche arrière. C'est à ce moment précis qu'elle a entendu le bruit d'un coup de feu. Elle s'est précipitée vers la voiture. Bob ne pouvait plus contrôler le véhicule et la voiture a lentement roulé sur la route. Selon Chazy, elle a soutenu sa tête, ce qui l'a complètement couverte de traces rouges. Elle a mis le véhicule en position de stationnement, a appelé son nom, mais Bob ne réagissait plus. Le tir a touché la région temporale droite. Il était difficile de déterminer si le tir provenait de l'avant ou de l'arrière du véhicule. L'agresseur n'a laissé aucun indice. En l'absence de preuves physiques, la police a dû concentrer l'enquête sur la version de Chazy. Elle a affirmé avoir vu une personne étrangère sur les lieux, un grand homme vêtu de noir, mais ne pouvait rien dire de plus à son sujet. Elle n'a pas remarqué d'armes dans ses mains. Au cours de l'enquête, il est apparu qu'il y avait des problèmes dans sa relation avec Bob. Chazy a admis qu'elle s'était mariée jeune et inconsidérément et ne voulait plus poursuivre le mariage. Comme raison principale de leur dispute, elle a mentionné leur fille et a affirmé que Bob avait essayé de la lui enlever. Lors de son interrogatoire au commissariat, Chazy, récemment veuve, revenait sans cesse sur l'état de son mariage. Il est devenu terriblement clair que, bien qu'elle prétendait que son mari avait été victime d'une attaque aléatoire, Chazy elle-même pourrait en fait avoir un motif pour l'incident avec Bob. Bien que le mariage de Chazy et Bob ait commencé par une attraction mutuelle passionnée, les relations ont commencé à se détériorer 3 ans après le mariage. Ils dormaient dans des chambres séparées et Chazy croyait que Bob aimait encore sa première femme. Elle affirmait également qu'il avait un caractère difficile. Il avait un faible taux de testostérone et prenait des médicaments pour l'augmenter, ce qui, selon Chazy, provoquait des crises de colère. Il y avait des moments, vous savez, il m'attrapait par les cheveux. Je pouvais être plaqué contre le mur. La famille de Bob, issue de son premier mariage, a nié qu'il soit capable de faire du mal à quelqu'un. Sa fille Nathalie a vécu 6 mois avec Bob et Chazy quand elle était adolescente et a dit qu'elle ne l'avait jamais vu agressif. Chazy n'était pas d'accord. « Vous ne m'avez jamais vraiment aimé dès le début. J'étais cette jeune fille qui est venue et a pris votre père. »
Chasey a dit qu'elle n'avait jamais raconté à personne comment Bob la traitait parce qu'elle ne voulait pas mettre en danger son travail de capitaine de pompiers qui lui donnait un rôle important dans la société. Au lieu de cela, elle a commencé à chercher de la reconnaissance ailleurs. Quelques années après le mariage, Chasey a perdu 47 kilos et est sortie plus souvent. C'est exactement à cette époque que Natalie, la fille adolescente de Bob, a trouvé sur l'ordinateur de Chasey des preuves qu'elle communiquait avec d'autres hommes. Pendant que Bob travaillait souvent de nuit chez les pompiers, Chasey avait de nombreuses occasions de quitter la maison et de rencontrer d'autres hommes. Natalie et sa petite demi-sœur restaient alors seules. Lorsque Natalie a finalement raconté à son père l'infidélité de sa femme, il a préparé les papiers du divorce, mais ne les a jamais déposés. Il ne voulait pas que sa famille se brise une deuxième fois. Néanmoins, Bob est devenu méfiant. Il a installé une caméra de surveillance à la porte d'entrée pour piéger Chasey, et 12 jours avant l'incident, il y est parvenu. Une des connaissances de Chasey a sonné à la porte. Elle s'est précipitée pour ouvrir et lui a dit qu'il devait partir immédiatement. Mais c'était déjà trop tard. Bob a découvert la vérité. Pour les enquêteurs, 2 versions différentes du mariage de Bob et Chasey Pointer se dessinaient. Que leur relation était tendue et sur le point de s'effondrer, cela ne faisait aucun doute. Mais quelle histoire était vraie? Bob était-il un mari froid et distant? Ou Chasey avait-elle rompu sa fidélité? Dans tous les cas, une chose était certaine. Autant Chasey le niait, l'effondrement de leur relation avait un lien avec ce qui était arrivé à Bob. Une semaine avant l'incident, le couple s'est rendu au Mexique pour essayer de recoller les morceaux de leur relation. Mais à leur retour, Bob a dit à un collègue que les vacances s'étaient terminées en catastrophe. Selon les rapports, il aurait dit qu'il ne pouvait plus supporter le mariage. C'était le mercredi 7 septembre. Le vendredi 9 septembre, quelque chose d'irréversible est arrivé à Bob. Chasey a affirmé avoir été chez un ami ce soir-là avant de rencontrer Bob dans un restaurant. Elle a confirmé qu'elle entretenait une relation avec Michael Garza. Cette liaison avait commencé au cours du même été, après qu'ils se soient rencontrés via un réseau social. Michael Garza, 37 ans, travaillait comme chauffeur de camion. En l'an 2000, il avait purgé une peine d'1 an pour utilisation non autorisée de véhicules. Mais son dossier ne contenait aucune mention de comportement agressif. Malgré cela, les enquêteurs ont eu des soupçons. Ils se sont demandé pourquoi le prétendu agresseur, qui aurait agi au hasard comme Chasey l'assurait, l'aurait laissé indemne. Les indices disponibles suggéraient au contraire qu'elle connaissait cet homme. Pendant l'interrogatoire, les enquêteurs ont augmenté la pression. Ils ont exprimé des doutes sur sa version et ont suggéré qu'elle ne disait peut-être pas la vérité et qu'elle savait qui était responsable de l'incident. Chasey a nié cela. Cependant, sa version de l'histoire n'a pas tenu après 2 heures. À la question directe de savoir qui avait fait cela à son mari, Chasey, après avoir été invité à parler plus fort, a nommé Michael. Ce Michael ne pouvait être que Michael Garza. Il est apparu que l'amant de Chasey avait éliminé son mari. Consciente du risque d'être accusée de complicité, Chasey a présenté une nouvelle version des événements. Selon ses nouvelles déclarations, elle voulait simplement que Garza fasse peur à Bob et le force à la laisser en paix. Elle aurait prétendu ne pas vouloir qu'il arrive quelque chose à Bob et ne pas savoir que Garza porterait une arme. Chasey a rejeté la responsabilité sur Garza en expliquant que c'était lui qui avait proposé d'attirer Bob sur une route de campagne isolée et qu'elle n'avait pas prévu une telle issue. Selon son récit, ils s'y étaient rendus ensemble. Elle avait appelé Bob et Garza l'avait attaqué avant qu'elle ne puisse intervenir. Les enquêteurs n'ont pas cru à cette histoire non plus, notamment parce que Garza n'avait pas d'antécédents connus de comportement agressif. Mais ce n'était pas tout. Quelques mois auparavant seulement, Chasey avait convaincu Bob de la désigner comme principal bénéficiaire de son assurance vie de $685 000. La veille de son décès, le 8 septembre, il avait contacté un avocat spécialisé en divorce via Facebook et lui avait dit « Je prévois une action surprise.
Ce plan impliquait de mettre la maison commune en vente et d'obtenir la garde de leur fille. Commune, Chasey ne pouvait pas le laisser faire cela. Elle essayait de gagner la sympathie de ses amants en leur racontant que Bob la maltraitait. L'amant qui était visible sur les enregistrements de sécurité, Brad Golden, a également été interrogé. 8 jours avant l'incident, elle a envoyé un message à un troisième amant, Danny Mims, à propos de Bob, dans lequel elle a dit en substance qu'elle souhaitait qu'il lui arrive quelque chose, comme manquer d'air dans un incendie. Mims a répondu « Je ne suis pas un magicien ». Chasey a alors répondu « Eh bien, j'aurais besoin d'un ». Chacun de ses amants a refusé de faire ce qu'elle voulait apparemment, éliminer son mari pour elle. Chacun d'entre eux, à l'exception de Michael Garza. Elle a envoyé un message à Garza depuis le Mexique. Il sera après moi tôt ou tard. Garza a répondu en substance « Oublie-le. » Non, je vais m'occuper de ce type. Et la veille de l'incident, le jour où Bob a contacté l'avocat spécialisé en divorce, elle a écrit à Garza « J'ai pris ma décision ». Les preuves s'accumulaient que Chasey avait elle-même organisé les événements. Le 10 septembre, le lendemain du décès de Bob, la veuve de 29 ans a été arrêtée. Elle n'a pas témoigné au tribunal. Cependant, les jurés ont vu des enregistrements des caméras corporelles des enquêteurs et des enregistrements des interrogatoires. Ces enregistrements contenaient un dernier moment accablant. Chasey, seul dans la salle d'interrogatoire, la tête dans les mains. Michael Garza a été condamné à 99 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Chasey Pointer a également été reconnue coupable de meurtre. Elle a reçu une peine d'emprisonnement à perpétuité. Elle sera éligible à une libération conditionnelle après 30 ans, quand elle aura 59 ans. À ce jour, Chasey maintient qu'elle n'a jamais eu l'intention que quelque chose de grave arrive à son mari. Elle est restée seule à la maison et a disparu. C'est ainsi que se sont mis à parler les habitants de la paisible ville américaine en se réveillant le matin du 19 octobre. Cette phrase est instantanément devenue le sujet principal des conversations. Courte, effrayante et remplie de questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Le 18 octobre, la maison numéro 142 sur Willow Street était aussi silencieuse et discrète que des centaines d'autres dans le quartier. Un vieux cottage ordinaire avec de la peinture légèrement écaillée sur la façade et une basse clôture en bois séparant la cour de la rue. C'est ici que vivait l'infirmière Amber McNeil avec sa fille de 8 ans, Martha, et sa mère âgée. La vie de cette famille était simple et modeste, jusqu'à ce que la réalité s'avère bien plus terrifiante que n'importe quelle fiction. Ce soir-là, vers 6 heures, Amber se dépêchait comme d'habitude pour son service de nuit à l'hôpital local. Normalement, quand elle devait aller travailler, la grand-mère s'occupait toujours de Martha et la maison n'était jamais vide. Mais ce jour précisément, la grand-mère s'est sentie mal. Si mal qu'une hospitalisation d'urgence était nécessaire. Amber ne pouvait pas manquer son service et, désemparée, a appelé sa sœur cadette en lui demandant de venir et de rester un moment avec Martha. La sœur a promis d'être là à 8 heures du soir et s'assurant que sa fille regardait tranquillement la télévision, Amber est sortie de la maison. La porte s'est doucement refermée derrière elle et à peine 2 heures plus tard, exactement à 8 heures du soir, la sœur est arrivée à la maison. La première chose qui l'a frappée était la porte d'entrée légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, il faisait sombre et silencieux. Trop silencieux. En entrant dans la maison, elle a appelé Martha par son nom, mais il n'y a pas eu de réponse. Après avoir rapidement fait le tour des pièces, la sœur a confirmé qu'il n'y avait personne à la maison. Tout semblait comme si Martha était simplement sortie 1 minute et allait revenir d'un instant à l'autre. Cependant, quelque chose manquait. Sur le canapé, il n'y avait pas son ours en peluche préféré, sans lequel Martha ne sortait jamais, même dans la cour. À ce moment-là, l'inquiétude s'est transformée en panique. Et à 20h12, la sœur de Martha a composé le numéro de la police. En quelques minutes, la maison était déjà bouclée. Et la rue, habituellement plongée dans le silence,
s'est rempli des flashs rouge-bleu des voitures de patrouille. Les détectives ont soigneusement examiné chaque recoin, mais n'ont rien trouvé qui puisse indiquer une lutte ou une entrée forcée dans la maison. La porte, les fenêtres, l'arrière-cour, tout semblait intact et non perturbé. Une seule chose restait étrange et incompréhensible. Pourquoi Martha, 8 ans, habituée à être toujours avec quelqu'un de sa famille, a soudainement décidé de sortir de la maison seule, n'emportant qu'un jouet. Les premières conversations avec les voisins ont apporté des détails étranges. L'un des résidents de la rue s'est souvenu que peu avant la disparition, une voiture sombre qu'il n'avait jamais vue auparavant s'était arrêtée près de la maison. Le véhicule s'est resté immobile pendant environ 10 minutes avant de partir silencieusement et imperceptiblement. Aucun des voisins n'a vu qui était au volant, ni ce qui se passait à l'intérieur. Pendant ce temps, la police s'est également intéressée à une autre circonstance étrange. La veille de l'incident, pendant plusieurs heures, Amber a reçu plusieurs appels d'un numéro inconnu. L'appelant ne disait pas un mot, gardait simplement le silence et respirait lourdement au téléphone. Le numéro s'est avéré être mort. Le téléphone avait été volé dans une ville voisine plusieurs mois auparavant. Le propriétaire du numéro n'a jamais été identifié, ce qui signifie que l'appelant pouvait avoir toutes sortes d'intentions, sur lesquelles la police ne pouvait maintenant que spéculer. La police a immédiatement commencé à vérifier les premiers suspects possibles. Le principal et le plus inquiétant semblait être la personne qui appelait silencieusement Amber. Le lien de cette personne avec la disparition de Martha n'était pas encore évident, mais les détectives avaient déjà commencé à établir une chaîne d'événements, essayant de découvrir qui cela pouvait être et pourquoi cette personne s'intéressait précisément à cette famille. Le deuxième dans le champ de vision s'est avéré être un sans-abri local surnommé Maigre. Il était connu des habitants de la ville pour son comportement étrange. Il rôdait souvent près des maisons d'autrui, ramassait des bouteilles vides et, selon les voisins, pouvait parfois se comporter de manière imprévisible. Le lendemain de la disparition de Martha, Maigre a soudainement informé la police qu'il l'aurait vu ce soir-là vers 7 heures avec un inconnu près du portail. Le témoin a affirmé que la personne portait une capuche et après quelques minutes, Martha serait montée dans une voiture sombre et il serait parti. Cependant, un jour après cette conversation, Maigre lui-même a soudainement cessé d'apparaître dans ses lieux habituels. Cette étrange coïncidence semblait pour le moins suspecte. Heure après heure, l'enquête se concentrait de plus en plus sur la figure du témoin sans abri. Sa disparition remettait en question toute son histoire. Les policiers fouillaient les endroits où Maigre dormait habituellement, interrogeaient ses connaissances et vérifiaient les enregistrements vidéo des rues voisines, essayant de confirmer son récit. Et si le sans-abri avait simplement inventé cette histoire pour détourner les soupçons de lui-même? Le troisième jour, dans un bois près de la ville, la police a découvert un téléphone portable abandonné. La vérification a montré que l'appareil appartenait précisément à Maigre. Mais le plus étrange était autre chose. Sur le téléphone, il n'y avait pas une seule empreinte digitale, à l'exception de celle du sans-abri lui-même. Ce fait a encore plus dérouté les détectives. Si le téléphone lui appartenait vraiment, où était-il allé? Qui a effacé les empreintes étrangères de l'appareil et pourquoi? Que s'est-il passé ce soir-là près de la maison numéro 142 sur Willow Street? L'enquête ne faisait que commencer, mais il était déjà clair. Derrière le calme apparent de la petite ville se cachait une histoire terrible et peu claire. Aucun des résidents ne soupçonnait encore à quel point ce sombre secret se trouvait en réalité proche de chacun d'eux. Le lendemain de la disparition de Martha, lorsque le chaos initial et la panique parmi les résidents locaux ont commencé à diminuer progressivement, la police a commencé à s'immerger plus profondément dans les circonstances qui ont accompagné l'événement. Le principal objet d'intérêt des détectives était le téléphone à partir duquel les appels avaient été passés au numéro d'Amber. Précisément ces appels, silencieux et inquiétants, n'apparaissaient plus maintenant comme une coïncidence fortuite, mais comme un signal alarmant annonçant un malheur. Toutes les informations concernant le numéro d'où provenaient les appels ont été soigneusement étudiées.
Il s'est avéré que l'appareil avait été volé exactement 3 mois plus tôt dans une ville voisine appelée Westville, à environ 50 miles de là. L'ancien propriétaire du téléphone était un employé de bureau ordinaire qui avait perdu l'appareil à un arrêt de bus aux heures de pointe. Il s'est immédiatement adressé à la police, mais le téléphone n'a jamais été retrouvé. L'appareil a rapidement disparu des radars et il n'y a eu aucune activité jusqu'à ce soir-là lorsque quelqu'un a soudainement commencé à déranger Amber. Qui exactement appelait est inconnu, mais il est évident que cette personne savait à l'avance à qui elle téléphonait et pourquoi elle gardait le silence. L'apparition de nouvelles informations a instantanément changé l'orientation du travail du groupe d'enquête. Les policiers, qui il y a encore quelques heures étaient presque certains de l'implication de Maxime, ont brusquement déplacé leur attention sur l'identité d'une personne inconnue du réseau. La tâche prioritaire est devenue la tentative de restaurer les correspondances supprimées sur les réseaux sociaux d'Anya, car c'est là, apparemment, que se cachaient les réponses aux questions les plus importantes. Il s'est avéré qu'Anya utilisait activement plusieurs réseaux sociaux. Outre l'ensemble standard d'applications installées sur le téléphone de chaque adolescent de son âge, elle avait des profils sur des plateformes moins répandues. Cela a compliqué la tâche des criminologues, mais c'est précisément dans l'une de ces applications peu visibles que les policiers ont découvert le premier maillon clé. Là, parmi les dialogues courts habituels avec des amis et des camarades de classe, il y avait une correspondance avec un utilisateur nommé Kirill Smirnov. Le profil semblait typique pour un garçon de 17 à 18 ans. Un nombre minimal de photos, une générale de dos, quelques citations ordinaires prises sur le réseau. Cependant, les spécialistes techniques ont rapidement identifié des incohérences. Il s'est avéré que les photos de Kirill avaient été prises de sources ouvertes sur Internet et le profil lui-même avait été créé seulement 3 mois avant l'incident. Il était évident que la correspondance était menée depuis un faux compte dont le but était d'induire en erreur. Les enquêteurs comprenaient clairement que Kirill Smirnov n'existait pas en réalité. Ils avaient affaire à une manipulation soigneusement planifiée et réalisée par une personne parfaitement consciente des conséquences de ses actions. Les experts criminologues reconstituaient progressivement chaque mot de la correspondance, chaque message supprimé. Le travail avançait lentement, mais apportait des résultats. Au début, la communication était banale, dépourvue de signes dangereux. L'utilisateur se faisant appeler Kirill manifestait une simple attention humaine. Il s'enquérait des études, soutenait dans des situations conflictuelles avec des amis, s'intéressait aux loisirs. Mais après quelques semaines, des changements inquiétants ont commencé à se dessiner dans les dialogues. L'inconnu amenait progressivement les conversations vers des sujets personnels, tâtant soigneusement les limites. Au début, il posait des questions neutres sur la famille, les problèmes domestiques, les projets de vie. Avec le temps, la confiance d'Anya augmentait et elle partageait déjà avec Kirill des préoccupations qu'elle ne racontait même pas à ses amis proches. Les spécialistes techniques voyaient clairement comment méthodiquement il la conduisait à créer une illusion de proximité et de confiance. La manipulation était calculée et extrêmement professionnelle. Parallèlement, les enquêteurs interrogeaient tous ceux qui avaient eu ne serait-ce qu'un minimum de contact avec Anya. Dans le champ de vision de la police est apparue de façon inattendue une connaissance du frère aîné d'Anya, André Vlasov, un jeune homme de 20 ans, précédemment poursuivi pour hooliganisme et vol de téléphone. André connaissait la famille depuis longtemps, leur rendait visite, connaissait bien Anya, et il y a quelques mois s'était soudainement ajouté à ses amis sur l'un des réseaux sociaux. Cette information semblait étrange et inquiétante. Les enquêteurs ont étudié le profil d'André. Il s'est avéré qu'il manifestait effectivement une attention particulière à Anya, aimait régulièrement ses photos et laissait des commentaires, mais, contrairement au camarade de classe Maxime, il le faisait de manière plus soignée et prudente. L'attention de la police s'est intensifiée lorsque, dans les correspondances restaurées, on a découvert un bref échange de messages entre André et Anya. Dans les messages, André lui proposait de se rencontrer secrètement pour discuter d'une question importante dont les détails n'étaient pas révélés. Dans la correspondance, il lui demandait de ne pas en parler à son frère pour ne pas éveiller les soupçons. Cela semblait extrêmement suspect.
Les opérateurs n'ont pas perdu de temps. Ils ont arrêté André pour l'interroger avec insistance. Lors de l'interrogatoire, il était visiblement nerveux et confus dans ses déclarations. Au début, il affirmait qu'il n'avait pas du tout communiqué avec Anya, puis il reconnaissait la correspondance, mais assurait qu'aucune rencontre n'avait eu lieu. Lorsqu'on lui a présenté des preuves directes de leur conversation, André a changé de position, déclarant qu'il voulait lui parler des problèmes personnels de son frère. Les déclarations sonnaient peu convaincantes, et les enquêteurs étaient certains qu'il cachait quelque chose d'important. Au même moment, les détectives ont recommencé à interroger les voisins, essayant de reconstituer l'image de la soirée du 18 octobre avec une précision à la minute près. Au cours des interrogatoires, d'étranges incohérences dans les témoignages initiaux sont apparues. Au début, il avait été déclaré qu'une voiture sombre avait été vue vers 18h30. Cependant, 2 voisins vivant un peu plus loin dans la rue ont signalé qu'un véhicule similaire était garé près de la maison vers 19h20, c'est-à-dire presque 1 heure plus tard que ce qu'on croyait auparavant. Ces nouveaux témoignages ont provoqué une forte perplexité. Pourquoi 2 témoins n'en avaient-ils pas parlé avant? Ils ont expliqué leur comportement simplement. La première fois, personne ne leur avait posé la question. La police s'était trop concentrée sur les premiers témoins et sur d'autres preuves. Les enquêteurs ont commencé à chercher des enregistrements des caméras de surveillance locales, essayant de confirmer ces témoignages. Cependant, la rue Willow n'était pas équipée de caméras, et la caméra la plus proche se trouvait à l'intersection avec la rue voisine et ne donnait pas une vue précise de la zone nécessaire. Cette circonstance compliquait encore davantage l'enquête. Il était évident que la voiture et son conducteur jouaient un rôle clé dans l'histoire, mais jusqu'à présent, ni la marque ni le numéro n'avaient pu être établis avec précision. Quelques jours après la découverte du jouet, l'attention de la police a été attirée par une personne qui était auparavant restée en marge de l'enquête. C'était un enseignant d'école primaire locale nommé James Hartley. Il vivait tout près de l'endroit où la police avait découvert l'ours. Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu l'enseignant sortir de la forêt le même matin où le jouet a été découvert. La police s'est immédiatement intéressée à lui. Hartley était bien connu des habitants de la petite ville, considéré comme une personne polie et calme, qui n'avait jamais eu de problème avec la loi. Mais les circonstances dans lesquelles il se trouvait semblaient extrêmement suspectes. Lors de sa première conversation avec la police, Hartley s'est comporté de manière extrêmement nerveuse. Il se confondait dans les détails, affirmant tantôt qu'il était dans la forêt tôt le matin pour courir, tantôt changeant soudainement de version et disant qu'il se promenait simplement. De plus, l'un des détectives a remarqué de petites égratignures sur ses mains et son cou, dont l'origine était expliquée de manière très peu convaincante. Hartley affirmait obstinément qu'il était tombé accidentellement dans des buissons, mais n'a pas pu montrer l'endroit où cela s'était produit. Les enquêteurs ont commencé à soupçonner que l'enseignant cachait quelque chose ou, du moins, en savait plus qu'il n'était prêt à raconter. La maison de Hartley a été fouillée et la police a soigneusement examiné sa voiture. Mais aucune trace évidente reliant Hartley à la disparition de Martha n'a été trouvée. Dans le même temps, l'enseignant avait clairement l'air d'une personne en état de panique, mais ne pouvait pas en expliquer les raisons. Hartley répétait avec insistance qu'il était innocent et n'était impliqué dans rien en rapport avec la disparition de Martha. Néanmoins, sa réputation parmi les voisins s'est instantanément effondrée et la petite ville s'est immédiatement remplie de rumeurs. Au moment où l'enquête était presque complètement embrouillée dans des contradictions et des versions, les policiers ont reçu un indice important capable de changer toute la logique de l'enquête. Les officiers de police ont demandé les enregistrements des caméras de surveillance sur les infrastructures les plus proches de la ville et ont presque immédiatement obtenu un résultat. À une station-service située à environ 10 miles de la petite ville, les caméras ont clairement enregistré cette même voiture sombre dont parlaient les témoins. L'enregistrement vidéo était daté précisément du soir du 18 octobre, vers 21h, c'est-à-dire à peine 1 heure après que la sœur de Martha ait découvert la maison vide. Sur les images, on voyait clairement la voiture s'approcher de la pompe à essence, le conducteur faire rapidement le plein, payer en espèces et partir instantanément en direction de la route menant hors du comté. Le visage du conducteur était caché par une capuche, impossible à distinguer.
La plaque d'immatriculation de la voiture était également pratiquement indiscernable en raison du faible éclairage. Néanmoins, c'était la première preuve claire que la voiture existait réellement et que quelqu'un au volant évitait délibérément de laisser des traces. La police a immédiatement envoyé plusieurs patrouilles dans cette direction, espérant que le conducteur n'avait pas eu le temps d'aller loin. À ce moment-là, aucun des détectives ne savait encore à quelle vitesse il se retrouverait à nouveau dans une impasse, essayant de rattraper une personne qui avait toujours une longueur d'avance. La voiture sombre, dont l'apparition avait été enregistrée à la station-service tard dans la soirée du 18 octobre, est devenue un indice important pour la police. Les enquêteurs comprenaient clairement, en identifiant son propriétaire, ils pourraient obtenir la clé pour résoudre la disparition de Martha. Le conducteur, cachant son visage sous une capuche et agissant avec prudence et rapidité, savait manifestement comment ne pas laisser de traces superflues. Mais maintenant, pour la première fois de toute l'enquête, il y avait une réelle possibilité de devancer celui qui, jusqu'à présent, avait toujours été en avance. Les criminologues ont visionné plusieurs fois l'enregistrement vidéo de la caméra de la station-service. Les images étaient à flou, l'éclairage faible. Mais après de multiples agrandissements et une analyse minutieuse, ils ont réussi à distinguer un fragment de la plaque d'immatriculation du véhicule. 3 chiffres coïncidaient, précédemment mentionnés par un témoin sans-abri surnommé « Maigre ». Cette circonstance ne laissait aucun doute qu'il s'agissait de la même voiture qui figurait dans l'affaire depuis les premiers jours de l'enquête. La vérification des bases de données de la police d'État a donné un résultat rapide. Une voiture avec un fragment similaire de plaque d'immatriculation appartenait à une femme nommée Elizabeth Cole, résidente d'une ville voisine située à 40 milles du lieu de l'incident. À première vue, Elizabeth semblait être une personne complètement aléatoire. Elle travaillait comme administratrice dans un petit hôtel, menait une vie tranquille et n'avait pas attiré l'attention des forces de l'ordre auparavant. Cependant, les enquêteurs ont rapidement découvert un détail étrange. 2 jours avant la disparition de Martha, Elizabeth avait déposé une plainte pour le vol de sa voiture. Ce fait semblait être une coïncidence suspecte, et les policiers ont immédiatement décidé de vérifier ses dires. Elizabeth a été convoquée pour un interrogatoire, et au cours de la conversation, son comportement a soulevé des questions supplémentaires. La femme semblait nerveuse, manifestement gênée et confuse dans les détails de son récit. Elle affirmait que la voiture avait été volée pendant la nuit directement du parking près de sa maison, mais lors d'un questionnement plus détaillé, il s'est avéré que les voisins n'avaient rien remarqué, bien que normalement tout bruit près des maisons dans la petite ville tranquille attire l'attention. De plus, Elizabeth n'a signalé la disparition que le lendemain soir, presque 24 heures après avoir prétendument découvert la disparition. Les enquêteurs ont commencé à vérifier ses appels téléphoniques et ses déplacements au cours des derniers jours. Il s'est avéré que la femme avait visité plusieurs fois cette même petite ville où vivait la famille de Martha. Elle n'a pas pu donner d'explication claire sur pourquoi elle avait besoin d'y aller en semaine. Sous la pression des questions, Elizabeth s'est renfermée sur elle-même et a commencé à refuser de répondre aux questions sans avocat. L'enquête a décidé de détenir la femme pendant 48 heures pour clarifier toutes les circonstances. Bientôt, son nom résonnait déjà dans les nouvelles locales. Les habitants discutaient si la tranquille employée d'hôtel pouvait être impliquée dans l'enlèvement de Martha. Il semblait que l'enquête s'approchait de la solution. Cependant, de sérieuses contradictions ont rapidement commencé à apparaître. Lors de la vérification de l'alibi d'Elizabeth, la police a reçu les témoignages de plusieurs témoins, confirmant complètement que la femme ne pouvait physiquement pas se trouver dans la voiture au moment de l'incident. Le soir de la disparition de Martha, Elizabeth se trouvait sur son lieu de travail à l'hôtel, et cela a été confirmé par les enregistrements des caméras de surveillance, le registre et les témoignages des employés de l'hôtel. La femme n'avait littéralement pas quitté le bâtiment jusqu'à tard dans la nuit, et la distance entre les villes excluait la possibilité d'un déplacement rapide aller-retour. Il est devenu évident qu'Elizabeth, malgré les circonstances suspectes et le comportement étrange, n'était pas au volant de la voiture cette nuit fatidique. Cela ramenait l'enquête à une impasse. Les enquêteurs ont compris que celui qui avait utilisé la voiture était une personne complètement différente, peut-être précédemment inaperçue et ne figurant pas dans les documents de l'affaire. La police a été contrainte de libérer Elizabeth,
confirmant publiquement son innocence dans ce qui s'était passé, ce qui a provoqué une vague de mécontentement parmi les habitants locaux qui attendaient une résolution rapide du crime. Néanmoins, la police a continué à surveiller attentivement ses actions et contacts ultérieurs, croyant que la voiture n'avait peut-être pas été volée chez elle par hasard. Parallèlement, les enquêteurs se sont de nouveau tournés vers la recherche de la voiture, considérant qu'elle était précisément la clé principale de ce qui s'était passé. Des groupes de recherche ont été envoyés dans tous les environs les plus proches pour vérifier les endroits les plus probables où la voiture pourrait être cachée. En même temps, ils ont de nouveau relevé les enregistrements des caméras de surveillance routière, essayant de retracer l'itinéraire de la voiture après la station-service. Cependant, comme il s'est avéré, le conducteur connaissait bien la région et évitait habilement d'apparaître dans les objectifs des caméras, se déplaçant par des chemins ruraux et des sentiers forestiers. Après presque 3 jours de recherche incessante, ayant presque perdu espoir, une des patrouilles a signalé une information importante. Sur une route forestière à 10 miles de la petite ville, ils ont découvert une voiture abandonnée. La voiture était cachée dans les buissons et couverte de branches pour qu'il soit impossible de la remarquer immédiatement. La police s'est immédiatement rendue sur place, comprenant que devant eux pourrait enfin se trouver l'indice le plus important de l'affaire. Arrivée à l'endroit indiqué, la police a soigneusement inspecté la voiture et le territoire environnant. C'était cette même voiture sombre qu'ils avaient la poursuivie si longtemps. Les portes étaient refermées, les vitres intactes. Les experts, ouvrant prudemment l'habitacle, ont commencé à étudier minutieusement chaque détail, espérant trouver au moins les moindres indices. À l'intérieur de la voiture, il n'y avait pas d'effet personnel, pas d'empreinte digitale, rien qui puisse indiquer immédiatement le propriétaire ou qui était au volant. L'habitacle avait été soigneusement nettoyé. Quelqu'un avait clairement pris soin d'effacer toute trace. Néanmoins, le fait même de découvrir la voiture a donné à la police la certitude qu'il se déplaçait dans la bonne direction. Maintenant, l'enquête avait entre ses mains la preuve la plus importante, qui pourrait à tout moment révéler le nom du coupable. Mais à ce moment, aucun des officiers de police ne soupçonnait encore que le conducteur de la voiture n'avait pas du tout disparu, mais était beaucoup plus proche, continuant à observer le déroulement de l'enquête et se préparant soigneusement pour la prochaine étape. La voiture sombre, trouvée dans l'épaisseur de la forêt, était soigneusement cachée des regards indiscrets. La police comprenait parfaitement que cette découverte pourrait devenir une étape décisive dans l'affaire, qui depuis plusieurs jours tenait la petite ville dans une tension constante. Les experts criminalistes ont commencé l'inspection de la voiture immédiatement sur place. Tous les présents comprenaient que chaque détail pouvait maintenant être la clé pour résoudre la disparition de Martha. Au début, l'inspection de la partie extérieure n'a rien donné de substantiel. La voiture était garée soigneusement, bien cachée par des buissons et camouflée avec des branches. À l'intérieur régnait un ordre presque stérile, ce qui a immédiatement alerté les détectives. Il était évident que quelqu'un s'était soigneusement préparé et avait essayé de compliquer au maximum le travail des enquêteurs. Ouvrant chaque porte et examinant chaque centimètre de l'habitacle, les criminalistes cherchaient n'importe quels indices, même les plus minimes. Dans la boîte à gants et sur les sièges avant, rien n'a été découvert, ni document, ni objet pouvant indiquer l'identité du conducteur. Cependant, quand ils sont arrivés à la partie arrière de l'habitacle, la situation a radicalement changé. Sur le siège arrière, les criminalistes ont prudemment extrait un petit sac, à l'intérieur duquel se trouvaient des affaires d'enfants, appartenant évidemment à Martha. Parmi elles se trouvaient des objets de première nécessité, une veste, des chaussettes de rechange, quelques bonbons et une petite bouteille d'eau. Mais le principal qu'ils ont réussi à découvrir à l'intérieur du sac, ce même téléphone à partir duquel, à la veille de la disparition, des appels silencieux inquiétants avaient été faits à la mère de Martha. Les officiers de police ont immédiatement envoyé l'appareil pour un examen supplémentaire. Le téléphone n'était pas endommagé, cependant, il était complètement déchargé et éteint. La vérification de l'IMEI a complètement confirmé, c'est exactement cet appareil, volé il y a plusieurs mois et utilisé par une personne inconnue pour passer des appels à Amber McNeil. Néanmoins, sur l'appareil lui-même, il n'y avait pas d'empreinte digitale,
de traces d'ADN ou d'autres signes indiquant le propriétaire. L'inconnu apparemment prenait consciemment soin de ne laisser aucune trace. Cependant, un examen plus détaillé de la banquette arrière a néanmoins fourni quelques informations supplémentaires. Les criminologues ont découvert de minuscules particules de sol, ainsi que plusieurs cheveux d'origine inconnue. Après analyse en laboratoire, il est devenu évident que ce sol était caractéristique d'un lieu précis. Une ferme abandonnée située à environ 20 miles de la ville. Les détectives ont immédiatement tourné leur attention vers ce nouveau lieu. La ferme était abandonnée depuis de nombreuses années et tous les habitants locaux ne la connaissaient pas. Les vieilles constructions, envahies par l'herbe, avaient cessé depuis longtemps d'attirer l'attention. Dans un tel endroit, il était effectivement possible de cacher facilement quelqu'un sans attirer l'attention des étrangers. Pendant qu'un groupe de policiers inspectait la ferme, un autre tentait d'établir l'origine des cheveux trouvés dans la voiture. Les experts ont rapidement déterminé que les cheveux n'appartenaient pas à Marthe, ce qui signifiait qu'ils pouvaient constituer un indice important contre le ravisseur. Pendant ce temps, des dizaines de policiers accompagnés de chiens fouillaient méticuleusement le territoire de la ferme, explorant chaque grange et chaque bâtiment. La ferme semblait être l'endroit idéal pour cacher quelque chose d'important aux yeux étrangers. Les policiers ont fouillé minutieusement chaque recoin des structures abandonnées, examiné les vieilles caves et les greniers, mais il est vite devenu évident qu'ils se trouvaient à nouveau dans une impasse. Il n'y avait pas le moindre indice récent à l'intérieur, ni de signe que Marthe ait jamais été là. Malgré cela, les particules de sol ne pouvaient pas être apparues dans l'habitacle de la voiture par hasard, ce qui signifie que le ravisseur, pour une raison quelconque, était bienvenu ici. Mais ce qu'il y avait fait exactement et pourquoi il avait choisi précisément cet endroit restait un mystère. Les enquêteurs ont tout vérifié une fois de plus, élargi la zone de recherche, mais ont finalement été contraints d'admettre que la ferme ne leur avait pas donné le résultat escompté. C'était peut-être simplement une nouvelle fausse piste, délibérément laissée par le ravisseur qui continuait à mener la police par le bout du nez. C'était un signal inquiétant. La personne qui avait enlevé Marthe connaissait parfaitement les lieux et apparemment s'orientait excellemment dans les méthodes de travail de la police. Il comprenait où diriger l'attention de l'enquête et comment effacer rapidement ses traces. Néanmoins, la police a décidé de maintenir la ferme sous surveillance discrète, espérant que le ravisseur y reviendrait ou commettrait une erreur. Mais au moment où il semblait que l'enquête était à nouveau dans une impasse, un événement tout à fait inattendu s'est produit, qui a ramené l'enquête pratiquement à son point de départ. Presque une semaine après la disparition de Marthe, l'une des voisines, une femme d'âge moyen nommée Carol Wilson, s'est soudainement adressée à la police avec une déclaration extrêmement troublante. Jusqu'à ce moment, Carol n'avait jamais mentionné aucun détail, estimant que ses observations n'avaient pas d'importance. Mais maintenant, elle semblait agitée et presque effrayée. Carol affirmait avec certitude que le lendemain de la disparition de Marthe, environ tard dans la soirée, après que la police et les volontaires eurent cessé de ratisser les environs, elle avait distinctement entendu la voix de Marthe juste à côté de sa maison. Selon la voisine, la voix était basse mais distincte, comme si Marthe parlait à quelqu'un ou appelait quelqu'un. Carol assurait qu'elle ne pouvait pas se tromper car elle connaissait bien la voix de la fillette, qui lui rendait souvent visite. Au début, la voisine avait mis cela sur le compte de son imagination provoquée par le stress de la situation. Mais maintenant, réalisant l'importance de l'information, elle avait décidé de s'adresser aux enquêteurs. Cette nouvelle s'est instantanément répandue dans toute la ville et a provoqué une nouvelle explosion de discussions parmi les habitants locaux. Les questions se sont multipliées et l'enquête s'est retrouvée face à la nécessité de revoir complètement sa stratégie et d'examiner les circonstances de la disparition de Marthe sous un angle complètement différent. Le ravisseur n'avait visiblement pas l'intention de s'arrêter, et la police a commencé à réaliser que les événements pouvaient se développer de manière totalement inattendue. La déclaration de la voisine Carol Wilson, selon laquelle elle avait entendu la voix de Marthe près de sa maison tard dans la soirée le lendemain de la disparition, a de nouveau bouleversé toute la logique de l'enquête. Les policiers ne pouvaient pas ignorer cette information. Il existait maintenant une probabilité que Marthe ait pu, d'une manière ou d'une autre, revenir chez elle par elle-même. On avait l'impression que le mystérieux ravisseur
ou la personne inconnue avec qui elle était partie lui avait permis de revenir. Mais alors pourquoi personne d'autre ne l'avait-elle vue? Les policiers ont commencé à vérifier d'urgence les caméras de surveillance des maisons voisines, espérant trouver une quelconque confirmation du récit de Carole. C'est précisément sur l'une des caméras d'une maison située à 2 maisons de celle de Marthe qu'a été trouvé un fragment d'enregistrement confirmant les propos de la voisine. Sur les images, on voyait clairement comment, vers 21h40 le soir du lendemain de la disparition, Marthe marchait tranquillement dans la rue en direction de sa maison. L'enregistrement était assez net et les enquêteurs n'avaient aucun doute. C'était bien elle sur les images. Marthe se déplaçait lentement, comme sans se presser, ne montrant aucun signe de panique ou de peur. Le fait même de son retour laissait la police perplexe, mais la suite de l'enregistrement était bien plus inquiétante. Environ 8 minutes après que Marthe soit entrée dans la maison, la silhouette d'un adulte, dont le visage était caché par une capuche, s'est arrêtée près de la maison. La caméra vidéo, installée sous un certain angle, ne permettait pas de distinguer le visage de l'inconnu, mais il était clair qu'un instant plus tard, la personne s'est approchée de la maison, a ouvert la porte d'entrée et est entrée. 2 minutes plus tard, Marthe est de nouveau sortie dans la rue, tenant la main de l'inconnu, après quoi ils se sont rapidement dirigés loin de la maison vers la rue voisine. À partir de ce moment, les traces s'interrompaient à nouveau. Après avoir examiné l'enregistrement vidéo, la police a immédiatement commencé à interroger tous ceux qui pouvaient connaître les détails de ce qui s'était passé. L'enquête a découvert qu'à peu près au même moment, la sœur cadette d'Amber, la tante de Martha, qui avait appelé la police le jour de sa disparition, était effectivement apparue à la maison. La caméra d'un magasin voisin a enregistré son apparition près de la maison approximativement à la même heure, et la police a immédiatement soupçonné qu'elle pourrait être la personne sur l'enregistrement. Le témoignage de la tante semblait confus. Elle s'embrouillait dans ses explications, était agitée et effrayée, ne pouvait pas expliquer clairement pourquoi ce soir-là, elle était de nouveau venue à la maison. Le soupçon contre la tante était renforcé par le fait qu'elle avait déjà été vérifiée auparavant et qu'on avait remarqué des étrangetés dans son comportement. La police a arrêté la femme et a mené un interrogatoire officiel. La tante a déclaré qu'elle était effectivement venue à la maison de Martha ce soir-là, mais selon elle, elle cherchait sa nièce et était entrée pour s'assurer que Martha n'était pas rentrée chez elle. Quand elle ne l'a pas trouvée à l'intérieur, elle a immédiatement quitté la maison et a continué ses recherches dans les environs. En réponse à la question de savoir pourquoi elle n'en avait pas parlé avant, la femme a expliqué qu'elle n'y avait simplement pas attaché grande importance, pensant que ses paroles sembleraient invraisemblables. Son arrestation a provoqué un débat intense parmi les habitants locaux. Beaucoup étaient convaincus que la police avait enfin trouvé le coupable. Cependant, lors d'une vérification plus approfondie, son témoignage a été entièrement confirmé. Les enregistrements des caméras d'autres rues ont montré qu'après avoir visité la maison, la tante était effectivement partie à la recherche de Martha, avait visité les quartiers voisins, parlé avec les résidents locaux, posé des questions et, sincèrement, essayé de trouver une trace quelconque. Bientôt, la femme a été libérée de détention, éliminant officiellement les soupçons sur elle. Néanmoins, sa réputation était déjà sérieusement compromise et l'attention publique avait atteint son maximum. L'enquête se retrouvait à nouveau dans une impasse. La silhouette de la personne sur l'enregistrement restait un mystère. Mais à ce moment, la police a reçu de nouvelles informations qui ont à nouveau attiré leur attention sur une personne considérée depuis longtemps comme hors de l'histoire. Il s'agissait d'un sans-abri surnommé Le Maigre, un témoin disparu qui avait été le premier à raconter à la police l'histoire de la voiture sombre. La police a appris de façon inattendue que peu avant sa mort, il avait rencontré un adolescent local nommé Sam Thomas, qui n'avait jamais été dans le collimateur de la police auparavant. Les voisins décrivaient Sam comme un jeune homme calme, un peu renfermé, qui sortait rarement dans la rue et ne communiquait presque pas avec ceux qui l'entouraient. Les policiers ont immédiatement décidé de vérifier cette information et ont parlé avec plusieurs résidents de la ville, qui ont confirmé avoir vu une conversation entre Sam et Le Maigre. L'adolescent se comportait visiblement nerveux,
comme s'il n'aimait pas l'attention du sans-abri. Les témoins affirmaient que le dialogue s'était déroulé sur un ton élevé et était accompagné de gestes brusques. Cette rencontre a eu lieu exactement un jour avant que la police ne trouve le téléphone portable du sans-abri dans la forêt. Le lien entre ces événements était évident et les enquêteurs ont décidé d'appeler Sam d'urgence pour une conversation. Lorsque la police est arrivée à la maison de l'adolescent, la porte a été ouverte par sa mère qui a indiqué que son fils était sorti quelque part et n'était pas rentré à la maison depuis plusieurs heures. La femme a également raconté que ces derniers jours, il avait été très nerveux, irritable, visiblement effrayé par quelque chose et lui demandait même de fermer les portes et les fenêtres, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Les enquêteurs ont immédiatement déclaré Sam Thomas recherché, sentant que cet adolescent pourrait être le maillon clé de toute l'histoire. En même temps, il est devenu évident que celui qui se cache derrière toute cette chaîne d'événements est toujours tout près et continue d'observer le cours de l'enquête, restant pas à pas à une distance inatteignable. Lorsque la police a finalement trouvé l'adolescent Sam Thomas, il se trouvait à la périphérie de la ville, essayant de passer inaperçu vers sa maison par un sentier forestier peu connu. En voyant les voitures de police s'approcher, l'adolescent s'est figé et a tenté rapidement de retourner dans les buissons, mais il était déjà trop tard. Les enquêteurs l'ont encerclé et lui ont demandé de les accompagner au poste pour une conversation. Sam n'a pas résisté et regardait à peine les policiers dans les yeux. Au poste de police, il s'est immédiatement renfermé et a longtemps refusé de parler, répétant avec insistance qu'il ne savait rien. Les enquêteurs ont été patients et calmes, comprenant que la clé de l'énigme pouvait se trouver précisément chez ce jeune homme, effrayé et visiblement confus. Après plusieurs heures de questions, posées doucement mais fermement, l'adolescent a commencé progressivement à s'ouvrir. Il a raconté que le soir du 18 octobre, il était dans la rue et avait vu Martha près de sa maison. Sam a affirmé l'avoir vu parler avec un homme adulte. Le visage de l'inconnu était caché sous une capuche profonde qui le couvrait complètement des témoins accidentels. Selon Sam, Martha semblait calme et confiante, comme si elle connaissait la personne avec qui elle parlait. L'adolescent n'a pas osé intervenir ou s'approcher davantage, pensant que c'était un membre de la famille ou un ami proche. Il a observé de loin, se trouvant indécis et ne comprenant pas comment agir. Quand ils sont montés dans une voiture sombre et sont partis, il est rapidement rentré chez lui, essayant de se convaincre que rien d'inhabituel ne s'était produit. Cependant, plus tard dans la soirée, il a de nouveau vu la même voiture près de la maison de Martha et a finalement pris peur. Les enquêteurs ont demandé à Sam pourquoi il s'était tu tout ce temps. Il a répondu qu'il ne voulait pas être impliqué dans des événements aussi graves, craignant d'être lui-même accusé d'implication. Au cours de la conversation, l'adolescent était visiblement nerveux, se confondait dans les détails, donnait des témoignages contradictoires. Cela a mis les détectives en alerte et les a amenés à regarder ses paroles avec plus d'attention. Sam a d'abord affirmé avoir vu Martha seulement le soir du premier jour, puis s'est soudainement souvenu et a raconté qu'il l'avait également vue le soir suivant, quand elle est rentrée à la maison, puis est ressortie. Dans ses récits apparaissent syncopant des pauses, il changeait constamment les détails, ce qui a fait que les policiers ont commencé à le soupçonner d'induire délibérément l'enquête en erreur. Les détectives ne pouvaient pas comprendre quel motif exactement pouvait animer l'adolescent. Peut-être avait-il réellement vu tout ce qui s'était passé, mais craignait de révéler toute la vérité. Dans un autre cas, il pouvait agir sous les instructions du ravisseur lui-même, essayant de confondre l'enquête et de gagner du temps. Les policiers ont vérifié son téléphone, ses effets personnels, interrogé ses camarades de classe et ses voisins. Beaucoup ont confirmé que Sam était très renfermé, mais ne montrait aucune agressivité et n'avait jamais suscité de soupçons auparavant. Ses paroles sur sa peur d'être accusé semblaient assez réalistes. Néanmoins, dans ses explications confuses, l'enquête a clairement manqué un détail important. Lors d'un autre interrogatoire, Sam a soudainement mentionné par hasard que l'homme à capuche lui rappelait d'une certaine manière un employé de la station-service locale nommé Kyle Harris. Le nom de Kyle n'avait jamais été mentionné auparavant, et les enquêteurs ont décidé de vérifier cette version.
Il s'est avéré que Kyle Harris travaillait effectivement dans une station-service près de la ville et était régulièrement en contact avec les habitants. Mais littéralement un jour après la disparition de Martha, il a soudainement démissionné et quitté la ville sans en informer personne. Les policiers ont immédiatement vérifié son dossier. Harris était originaire d'une ville voisine, était arrivé en ville récemment, travaillait à la station-service depuis environ 6 mois et se tenait délibérément à l'écart, évitant tout contact avec les habitants locaux. Le jour de la disparition de Martha, il travaillait son service, mais a quitté son poste plus tôt, prétextant se sentir mal. Une enquête auprès des employés de la station-service a montré que ces derniers temps, Harris était très nerveux et semblait irritable. Après sa démission soudaine, personne ne l'a plus revu dans la ville, et la police a commencé à travailler activement sur cette piste, soupçonnant qu'il pourrait être impliqué dans l'incident. La vérification de son logement n'a rien donné. Kyle se préparait manifestement à partir, emportant avec lui tout ce qui aurait pu éclairer sa localisation. L'adolescent Sam a confirmé que peu avant sa disparition, le témoin sans-abri Maigre lui avait parlé précisément de Harris, mentionnant qu'il l'avait vu près de la maison de Martha et voulait en informer la police contre une récompense. Mais ce que Maigre savait exactement sur l'employé de la station-service, l'adolescent n'a pas pu l'expliquer. À ce moment, la police a reçu un message urgent de la banque. Kyle Harris a commis une grave erreur en utilisant sa carte bancaire dans un état voisin, à environ 200 miles de la ville. Les caméras du distributeur automatique ont clairement capturé son visage. Les enquêteurs se sont immédiatement rendus dans cette région, y envoyant plusieurs groupes et informant les forces de l'ordre local. Les détectives comprenaient qu'ils avaient perdu Harris au tout début de l'enquête, et maintenant, il était peut-être déjà trop loin. En même temps, ils étaient parfaitement conscients. Plus le temps passait, moins il y avait de chances de déchiffrer le sort de Martha et de comprendre les motifs de tous les participants dans cette histoire complexe. De nouvelles difficultés et incertitudes les attendaient, mais désormais la police était déterminée à résoudre jusqu'au bout cette chaîne d'événements confuse et effrayante. La police a réagi rapidement au signal de la région voisine, où Kyle Harris avait été enregistré à un distributeur automatique. Il avait déjà réussi à se déplacer à près de 200 miles de la ville où se sont déroulés les événements des derniers jours. À ce stade, les enquêteurs comprenaient que Harris n'était pas simplement une figure fortuite dans cette affaire. C'était précisément la personne qu'ils avaient là perdue au début de l'enquête. Lorsque les officiers de police, accompagnés d'agents fédéraux, sont entrés dans le petit motel de bord de route où Harris avait loué une chambre sous un faux nom, il n'a presque pas résisté. Harris semblait épuisé et résigné. Immédiatement après son arrestation, il a commencé à coopérer avec l'enquête, comprenant probablement que la situation était complètement hors de contrôle et que ses chances de fuite étaient épuisées. Lors du premier interrogatoire, Harris a avoué que c'était bien lui qui était au volant de cette voiture sombre. Il avait longuement planifié le crime, mais agissait avec indécision, commettait des erreurs et changeait constamment de plan. Initialement, il prévoyait d'enlever Martha pour obtenir une grosse somme d'argent de sa mère Amber, la considérant comme une cible facile, vulnérable en raison de ses services de nuit à l'hôpital et de l'absence d'hommes dans la maison. Cependant, Harris n'avait pas prévu que ses appels silencieux à la mère, qui auraient dû l'effrayer et la rendre obéissante, provoqueraient une réaction complètement différente. Amber a parlé de ses étranges appels à ses collègues et voisins, attirant involontairement trop d'attention sur sa famille. Déjà après que Martha se soit retrouvée avec lui, Harris a commencé à paniquer. Il voulait se cacher et attendre le moment pour ramener discrètement Martha, décidant qu'il valait mieux arrêter ce qu'il avait prévu et partir. C'est pourquoi, le soir du lendemain, Martha est inopinément rentrée chez elle, s'approchant simplement silencieusement de la maison, sans attirer l'attention. Harris l'avait déposée à proximité, s'assurant qu'il n'y avait personne dans la rue, et espérait qu'elle entrerait calmement et déciderait plus tard de ne rien dire à personne. Cependant, 1 heure plus tard, il s'est retrouvé à nouveau près de sa maison, en proie à la panique et à la peur que Martha ait déjà parlé à quelqu'un. C'est à ce moment-là, cédant à sa peur, qu'il l'a emmenée à nouveau, comprenant que désormais, il ne pouvait pas simplement partir.
Harris a avoué avoir volé à l'avance une voiture à une femme d'une ville voisine pour dérouter l'enquête. Le cas du témoin sans-abri, connu de tous sous le nom de Maigre, s'est avéré être une coïncidence fatale. Maigre a vu Harris mettre Martha dans la voiture et a tenté plus tard de le faire chanter, menaçant de tout raconter à la police contre de l'argent. Au cours de la dispute qui a suivi, une tragédie s'est produite. Maigre est mort, ce qui était le résultat d'un accident et non d'un crime planifié. Harris a eu encore plus peur et a décidé de s'enfuir. L'adolescent Sam Thomas a effectivement vu ce qui se passait, mais craignait d'être lui-même accusé de l'incident. Sam avait peur que la police décide qu'il était d'une manière ou d'une autre lié à Harris. C'est pourquoi il était resté silencieux, essayant de se distancer de ce qui se passait. Harris, au contraire, créait délibérément de la confusion, tentant de détourner les soupçons vers l'adolescent. C'est pourquoi il est apparu plusieurs fois près de la maison de Martha, sachant qu'il pouvait être vu et que la police soupçonnerait n'importe qui, sauf lui-même. L'enquête avançait lentement mais sûrement vers la solution, bien que Harris ait espéré jusqu'au dernier moment pouvoir échapper à la responsabilité. Cependant, sa dernière erreur, essayer d'utiliser une carte bancaire dans un état voisin, a finalement révélé sa position et permis à la police de l'attraper. Malgré l'aveu de Harris, la police ne pouvait toujours pas trouver Martha elle-même. Harris affirmait l'avoir cachée dans un endroit sûr, mais refusait de donner sa localisation exacte, essayant d'obtenir des conditions spéciales pour lui-même. La tension montait à chaque minute. La ville était en proie à la peur et à la colère, et la police commençait à douter que Harris dise la vérité ou s'il essayait de gagner du temps. Les enquêteurs, comprenant que le sort de Martha dépendait de la rapidité de leurs actions, ont utilisé toutes les ressources disponibles. La ville a été littéralement mise sens dessus-dessous. Et ce n'est qu'après plusieurs heures, après une pression intense et des négociations, que Harris a finalement indiqué l'endroit où Martha était cachée. La police s'est immédiatement rendue à l'endroit indiqué, une petite maison de campagne à la périphérie du comté voisin. La porte n'était pas verrouillée, tout semblait calme à l'intérieur, comme si la maison attendait simplement d'être trouvée. Martha était assise dans une petite pièce, attendant tranquillement et calmement de rentrer chez elle. Elle ne semblait pas effrayée, plutôt fatiguée, mais dans l'ensemble, elle allait parfaitement bien et n'avait subi aucun dommage physique. Le ravisseur a bientôt comparu devant le tribunal où toutes les accusations ont été présentées et la ville a finalement pu respirer librement. La vie est progressivement revenue à la normale, bien qu'après cet incident, aucun habitant de la ville ne pouvait se détendre complètement et vivre comme avant. Personne ne pouvait oublier que le mal peut être beaucoup plus proche qu'il n'y paraît, se cachant derrière les visages tout à fait ordinaires des voisins, des connaissances et des personnes que nous rencontrons tous les jours dans la rue ou au magazine. Et bien que Martha soit rentrée chez elle saine et sauve, les citadins comprenaient, ce qui s'était passé resterait avec eux pour toujours, comme un rappel inquiétant que parfois les choses les plus terribles se produisent précisément là où personne ne les attend.